Bonjour, tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission de décryptage et d'analyse qui vous permet de mieux comprendre l'actualité guinéenne. Starcom est également le passage obligé de ceux et celles qui font l'actualité guinéenne. Au menu, les élections législatives couplées désormais au référendum constitutionnel. En effet, le président Alpha Condé a convoqué les Guinéens le dimanche 1er mars au référendum constitutionnel. Ainsi, à la date du 1er mars, les Guinéens devraient donc être aux urnes aussi bien pour se choisir des députés que pour donner leur avis sur la nouvelle constitution. Il faut dire que s'il y a des partis politiques, notamment des poids lourds de l'opposition guinéenne, annoncent notamment leur retrait du processus électoral, il y a cependant des partis politiques, notamment comme le parti démocrate conservateur de M. Mohamed Sissé, qui accepte notamment de participer à ces élections législatives. Quels sont les atouts de son parti et quelle pourra être notamment les chances de son parti à s'offrir notamment une place de majorité à l'Assemblée nationale, notamment qui, au sorti de ces élections du 1er mars, si elles se tiennent? C'est les questions qu'on cherche de répondre dans cette émission avec notre invité qui n'est autre que le président de ce parti, Mohamed Sissé, président du Parti démocrate conservateur, en abrégé à PDC. Monsieur Sissé, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans l'émission Starcom. Le plaisir est partagé. Je suis heureux de me retrouver sur le plateau de Starcom de la télévision Star 21. Merci de me recevoir. Alors, on va d'abord s'intéresser à cette information qui a suscité beaucoup de réactions au niveau des acteurs politiques de l'opposition et pourquoi pas de la mouvance présidentielle. C'est un peu cette annonce qui a été notamment brandie par le chef de l'État en ce qui concerne le report de la date des élections législatives qui était annoncée pour le 16 février. Finalement, on nous parle du 1er mars. Vous, de votre côté, quelle est votre réaction sur cette annonce de report de la date des élections législatives? Mais je pense que en reportant ces élections, la CENI montre que oui, elle n'est pas suffisamment prête pour organiser ces élections. Des problèmes techniques ont été signalés, notamment par rapport à la distribution des cartes d'électeurs. La loi prévoit que les cartes d'électeurs soient distribuées 30 jours avant le jour du scrutin. C'est ce qui n'était pas le cas au moment où la décision a été prise par le chef de l'État pour se renvoyer les élections au 1er mars. Donc ça, ce sont des insuffisances au niveau de la CENI et que nous demandons ici de prendre la mesure de la chose et être à la hauteur de la chose alors qu'elle démissionne. Alors, est-ce que vous pensez que pour ceux qui pensent que c'est le report de ces élections législatives n'a rien à voir avec notamment cette chance qu'on pourrait donner à la paix, à la sérénité à ces élections, quel est votre avis sur là-dessus? Ben, la paix, la sérénité, ce n'est pas seulement que les élections. Je pense qu'on a reporté les élections et puis à côté, on essaie de coupler les deux élections. Et moi, par rapport au couplage, je me suis dit, l'acte en tant que tel, ce n'est pas ça le problème. Parce que coupler des élections, c'est tout à fait légal, ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, le référendum, est-ce que c'est le bon moment? C'est la question qu'on se pose. Parce que vu l'atmosphère qu'il y a là aujourd'hui autour du référendum, est-ce que c'est opportun qu'on parle de référendum maintenant là? Mais ceci dit, un acte a été pris par le chef de l'État, ce qui représente ici une institution. Et nous, du côté du PDC, nous disons toujours que nous respectons
nos institutions, même si ces institutions-là ne sont pas tout à fait satisfaits de nos institutions. Mais quand un acte est pris par une institution, et en tant que républicain, on se doit quand même de respecter l'acte. Et puis, voir maintenant des voies légales pour quand même se battre contre l'acte qui a été pris. Alors, parlant de cette institution, la Commission électorale nationale indépendante, il faut le dire que lors de ces élections législatives, en ce qui concerne les opérations préparatoires de ces élections, il y a eu beaucoup de couacs enregistrés par la CENI, mais la Commission électorale nationale indépendante dit désormais être prête par rapport notamment à l'organisation d'une élection libre et crédible. Est-ce que vous pensez que techniquement, au regard du délai imparti, c'est possible de faire une élection débarrassée de toutes sortes, notamment d'antagonistes, et pourquoi pas pour sortir un résultat crédible? Non, mais moi, je vous dis toujours, hein, je ne me prononce pas à la place d'une institution. Je ne suis pas la CENI. Et la CENI est mieux placée pour nous dire est-ce qu'elle est prête ou bien est-ce qu'il y aura un autre report. S'il y a une fois, peut-être qu'on peut s'attendre à une deuxième fois, chose qui ne sera pas bonne pour l'image de la CENI. Et nous demandons à la CENI de faire en sorte qu'il n'y ait plus de report. Ceci dit, techniquement, est-ce que la CENI est prête? Je ne saurais répondre à cette question. Mais toute œuvre, je pense que c'est toujours dans les œuvres techniques, il y a toujours des problèmes qui peuvent se surgir. Mais la force d'une institution, c'est de remonter ses pentes et puis aller de l'avant. Justement, dans ce sens, la Commission électorale nationale dit avoir notamment s'est penchée sur le fichier électoral. Il y a un toilettage qui a été brandi par l'institution. Aujourd'hui, au sortir de ces opérations de toilettage, de 8000, on parle désormais de 7000 et quelques électeurs en Guinée. Est-ce que, selon vous, cela peut rassurer les partis qui n'ont pas accepté de participer à ces élections, de revenir pour que ce soit une élection où tous les acteurs politiques participent pour un peu mesurer la capacité des partis politiques en Guinée? Mais vous savez, quand vous voulez contredire un fait, vous venez avec des preuves en réalité. Maintenant, ceux-là qui estiment que oui, on ne peut pas avoir 8 millions d'électeurs aujourd'hui, ils peuvent sortir pour faire leur propre recensement et puis nous prouver le contraire qu'on ne peut pas avoir 8 millions. Vous savez, en Guinée, les gens n'ont pas quand même cette culture d'aller se faire recenser, surtout quand c'est par rapport aux élections. Mais s'il y a eu une campagne de sensibilisation et que les gens ont accepté cette année d'aller se faire recenser, je pense que ce n'est pas étonnant qu'on ait 8 millions d'électeurs. Les gens se focalisent sur 12 millions d'habitants, ce chiffre-là date de quelle année? Comme ils le disent, ça date de quelle année? Et de 2015 jusqu'à maintenant, là, je peux vous garantir qu'on a plus de 2 millions qui ont quand même dépassé l'âge de mineur. Ceux qui étaient mineurs, on peut aujourd'hui estimer qu'on a à peu près 2 millions qui sont passés de l'âge mineur à l'âge majeur. Et ça, c'est un fait réel. Même ceci a parlé de 8 millions pour les Guinéens, avec tout ce qu'on a enregistré notamment comme l'enrôlement des jeunes. Est-ce que aussi ça ne reflète pas la position de cette partie? L'enrôlement des jeunes, tout le monde parle de ça, mais moi je veux juste qu'on me dise en quoi la CENI est fautive par rapport à l'enrôlement des jeunes. Jusqu'ici, il n'y a aucune preuve qui nous dit que oui, c'est des jeunes mineurs qui ont été recensés. Il n'y a aucune preuve juridique. Les gens se basent juste sur la taille ou bien le visage de certaines personnes pour dire que c'est des mineurs. Je suis d'accord. Maintenant, si c'est des mineurs, est-ce que ces mineurs-là ont été recensés avec des documents qui prouvent qu'ils sont mineurs? C'est là est le débat. Moi, je dis toujours aux gens que si nous voulons quand même un fichier propre en Guinée, il faudrait que nous fassions de telle sorte que nos documents d'état civil soient quand même sécurisés. Je le dis tout le temps. Si vous partez aujourd'hui dans... C'est-à-dire vous estimez aujourd'hui que le fait de faire ces recensements est une chance et plutôt qu'il y a un problème parce que ça permet notamment de régulariser ces documents dont vous... Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Si on veut qu'on ait un fichier électoral quand même propre, il faudrait que nous ayons d'abord des documents d'état civil propres et sécurisés. Cela ne s'explique pas quoi. Aujourd'hui, quand vous partez dans une commune, à la mairie pour vous faire un extrait de naissance, vous pouvez faire un extrait de naissance aujourd'hui où vous avez 25 ans. Le lendemain, vous partez dans la même commune, vous pouvez vous faire un extrait de naissance où vous avez 18 ans. C'est une évidence. Voilà, ça c'est une évidence en Guinée. Ça veut dire que les documents d'état civil se font ici au besoin. Tant qu'on ne corrige pas cet état de fait, on ne peut pas avoir un fichier électoral propre. Parce que les gens qui sont venus pour se faire recenser devant les cas, ils sont venus avec des documents. L'extrait de naissance. Le passeport, aujourd'hui, on dit que notre passeport, c'est biométrique. Oui, le passeport se fait à base de quoi? Ça se fait à base de l'extrait de naissance. Si vous avez un extrait de naissance dans lequel vous avez 18 ans, alors qu'en réalité, vous avez plus de 25 ans.
Alors, est-ce que ce document-là, administrativement, c'est un document qui est propre, qui est sécurisé, mais quand même qui est biaisé. Ce qui veut dire, c'est ceux qui dénoncent ce fichier électoral, au fait, ce sont des arguments peut-être à bras raccourcis parce que c'est difficile d'y faire face au regard mais non, ils ont été à l'Assemblée plus de 5 ans. Ils ont été à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que nos documents d'état civil quand même soient sécurisés? Vous parlez de l'opposition. Hein. Oui, ben, l'opposition, la mouvance, tout le monde. Mais ceux-là qui crient aujourd'hui, il y a vraiment des mineurs qui ont été recensés. Il n'y a pas de mineur qui a été recensé. Aucun mineur n'a été recensé. En tout cas, si nous nous concentrons seulement sur les documents qui ont été... Et surtout que ces partis politiques également ont participé à ces opérations. Oui, aujourd'hui, quand même, s'il y a un travail qui est mal fait par la CENI, je pense que ce travail-là, il est mal fait aussi par l'opposition que par la mouvance. Parce que chez la CENI actuelle, la composition, c'est tous les partis quand même qui ont des représentants à l'Assemblée, et donc y compris la mouvance et chez l'opposition. Alors si ces gens-là ont fait des travaux sur le terrain et que ce travail est mal fait, nous qui ne sommes pas quand même à l'Assemblée, c'était à nous de se lever pour dire que oui, il y a tel, il y a tel. Alors si vous permettez, on va aller avec ce premier élément de reportage consacré notamment à cette réaction des partis politiques, des partis en lice dénoncent les manœuvres du gouvernement en ce qui concerne l'organisation des élections législatives fixées désormais pour le 1er mars 2020. Ensuite, ça, on revient juste après pour décryptage. C'est la confusion au sein des formations politiques en lice après la publication du décret cumulant les élections législatives et le référendum constitutionnel. Si les uns s'abstiennent de tout commentaire, d'autres décident de suspendre la campagne électorale pour consulter leur base, histoire d'harmoniser leur position sur leur retrait ou non du processus électoral. Notre président, au petit matin de ce mercredi, a fait un communiqué à l'intention de l'ensemble des structures du parti. Ce communiqué, instruit à l'ensemble des structures du parti de surseoir à toute activité relative à la campagne. Et 2, d'ouvrir une large consultation au niveau de la base afin de statuer sur ces nouvelles donnes. Moi, je me dis que c'est quelque chose qui trompe de la duperie des partis politiques qui ont accepté d'aller à ces élections. On a été clair. Nous nous sommes dit que notre engagement ne concerne que les élections législatives. Mais dès lors que le président a pris un décret allant dans le sens de coupler ces deux élections, cela mérite une réflexion. Pour le Parti démocrate conservateur, pas question de quitter le processus électoral. Toutefois, Mohamed Sissé, président du PDC, exprime sa ferme opposition au projet de nouvelle constitution en Guinée. Il promet d'impliquer ses militants dans le boycott de tous gestes ou décisions visant le référendum. Mais maintenant, il y a le référendum. Donc, au référendum, on a deux choses. Il y a le oui, il y a le non. Maintenant, aujourd'hui, il faut faire comprendre aux gens, quand vous prenez le oui, ça veut dire que vous êtes d'accord pour la nouvelle constitution. Et là, nous, étant convaincus qu'aujourd'hui, la Guinée n'a pas besoin d'une nouvelle constitution, nous allons essayer de dire aux gens s'il faut voter non. Et nous allons leur faire comprendre pourquoi ils doivent voter non. Voter non parce que la nouvelle constitution qu'on est en train de nous proposer, rien ne nous garantit qu'après Alpha Condé, que cette constitution va continuer. Donc nous devons faire de telle sorte qu'on ait un document, qu'on ait des lois que nous respectons, que les lois ne changent pas en fonction des présidents de la République. Au RPG Arc-en-Ciel, c'est le silence de cimetière. Aucun responsable du parti ne souhaite commenter l'actualité liée au décret cumulant le référendum et les législatives. En l'absence de Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo, les leaders du FNDC envisagent une réunion d'urgence pour décliner un nouveau calendrier des manifestations contre le projet de nouvelle constitution ou de troisième mandat pour Alpha Condé. Les élections législatives largement commentées et qui suscitent beaucoup de réactions au niveau des partis politiques. Alors, il faut dire que vous participez dans cet élément de reportage qu'on a réalisé juste après l'annonce des reports. Maintenant, sur votre position, moi je voudrais bien savoir, vous dites que vous participez aux élections désormais couplées, mais que vous allez demander à vos militants de ne pas voter le oui.
comment est-ce que cela est possible? Est-ce que vous ne cautionnez pas le changement de la Constitution et pourquoi pas un éventuel troisième d'Alpha Condé en participant à ces élections législatives, M. Sissi? Notre position, ça n'a pas changé, en toute honnêteté. Et nous disons, même si le RPZ Arc-en-Ciel s'est retiré de ces élections-là, si elles ont lieu le 1er mars, le PDC va participer. Et ceci dit, pour ce qui est du référendum, nous on a dit, nous défendons quand même la Constitution de 2010 et pour rien au monde, nous cautionnerons quand même son changement. C'est ce qui fait que si... Mais le référendum est un tremplin pour faire passer la nouvelle Constitution. Non, attendez, dans la vie, au fait, tout acte que vous posez, vous devez juger vos actes. Ce que vous faites, c'est ce qui est intéressant en fait. S'il y a changement de constitution le 1er mars et que le PDC a voté non, je pense que le PDC en aucun cas n'est responsable quand même de ce changement de constitution. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont quand même participé, comment je vous l'ai dit, tous ceux qui ont participé à la modification de la constitution en 2001, aujourd'hui sont connus de tous. Ceux-là qui ont voté non, à l'époque, ils sont connus aussi. Donc, s'il y a un événement et que vous prenez position, en bon démocrate, je pense que votre position, c'est ce qui intéresse. Si la majorité l'emporte... Est-ce qu'en bon démocrate également, vous ne donnez pas de crédit, d'argument à ceux qui pensent que vous êtes des partis qui accompagnent le pouvoir, la mouvance présidentielle, dans notamment son processus de changement de la Constitution? Parce qu'au départ, on parlait des élections législatives, désormais on parle d'élections couplées, pendant que le processus n'a pas changé, c'est le même processus. Non, ceux-là qui accompagnent aujourd'hui le pouvoir, il y a le FND, NFD qui est avec le pouvoir, il y a l'UFC qui est avec le pouvoir, mais le PDC est un parti. Des partis alliés. Oui, c'est des partis alliés, c'est eux qui accompagnent quand même le pouvoir. Nous sommes un parti d'opposition et nous maintenons quand même cette position-là. Et nous sommes contre la modification de la Constitution et nous allons le faire savoir au moins opportun. Le jugement des uns et des autres, franchement, ça ne nous regarde pas. Et nous avons une position que nous défendons et nous allons défendre vaille que vaille. Alors, cette dernière question, avant d'aller à la pause, il faut le dire que déjà, on le sait que vous allez participer notamment aux élections législatives couplées désormais au référendum, dont la date est prévue, si la date reste maintenue, notamment pour le 1er mars. Quel est le véritable enjeu pour vous aujourd'hui de la tenue de ce scrutin auquel vous tenez coûte que coûte participer? Quel est l'enjeu principal? Oui, l'enjeu, nous voulons quand même rendre le pouvoir le véritable propriétaire qui est le peuple. Au PDC, nous estimons que le pouvoir appartient au peuple. Et pour donner... C'est le cas, avec cette assemblée aussi qui existe. Non, mais c'est pas le cas, c'est pas le cas. Comme ils disent, oui, mais ils ont participé, ces partis ont participé aux élections. Aujourd'hui, quand même, ils sont à l'Assemblée. Dites-moi, quel est le seul projet qu'ils ont fait pour le peuple? Quelle est la seule loi qui a été votée en faveur du peuple? J'aimerais avoir la liste, tout de suite, s'il y en a. Rien. Ces partis-là, la seule fois que l'opposition et la mouvance se sont mis d'accord, quand même, ceux au sein de l'Assemblée, c'était par rapport à leur salaire. 15 millions. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Rien. Aucun projet. Aucune loi votée en faveur du peuple. Il y a la loi sur la polygamie, M. Sissi. La loi sur la polygamie à l'époque, oui, à l'époque. Écoutez, pour les femmes de Guinée, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut que les femmes soient d'accord. Mais là, c'est fait juste par rapport à la femme de Cellou Dalein Diallo. Cellou devait avoir une deuxième épouse, mais sa femme lui dit, mais ici ça doit passer, il faudrait qu'on vote une loi à l'Assemblée. À part ça, rien. Ça a été fait juste pour une seule personne, ça c'est pas pour le peuple. Et bien là, qu'est-ce que cela apporte aussi au quotidien du Guinéen, en toute honnêteté? Rien du tout, la polygamie, ça n'apporte rien. Ce que je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que le panel de la ménagère soit quand même soutenu? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que le Guinéen, sa vie même soit préservée? Aujourd'hui, les gens sont tués un peu partout. Il n'y a aucune loi aujourd'hui qui sécurise quand même ceux-là qui souhaitent pour manifester. Alors que c'est l'opposition aujourd'hui qui appelle les gens à manifester. Cette opposition est incapable de nous trouver une loi pour protéger les gens qu'elles mettent dans la rue. Alors, c'est sur ces interrogations de M. Mohamed Sissi, je rappelle qu'il est le président du parti démocrate conservateur avec lequel nous parlons de l'organisation des élections législatives, même si certains partis signent les retraits, mais à l'image de son parti, d'autres comptent y participer. Et on va marquer une courte pause avant de revenir désormais sur cette partie essentiellement consacrée au parti PDC en ce qui concerne l'horaire d'action du parti, l'essence
l'essence du parti de gagner et pourquoi pas les grandes réformes annoncées par le parti une fois à l'Assemblée nationale. On revient juste après ça. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. Merci de nous préférer dans vos cœurs et également pour votre constance et confiance renouvelée sans cesse à la télé du 21e siècle et plus particulièrement à cette émission Starcom. Starcom, il faut le dire, c'est l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité guinéenne. Et dans cette émission, nous parlons de ces élections législatives couplées désormais au référendum constitutionnel. Alors, M. Cissé, cette deuxième et troisième partie va être consacrée essentiellement à votre parti. La première question, quelle est votre champ d'action, dans quelle circonscription le parti s'est présenté notamment pour l'uninominal, et votre champ d'action se limite dans quelle région et pourquoi avoir choisi notamment ces différentes circonscriptions? À l'uninominal, nous sommes à Bela et à Yomo, et après on a une liste nationale. Bela et Yomo parce que vous êtes de la forêt? Non, même si je suis de la forêt, je pense que ça soit à Conakry, son village natal, oui, que ça soit à Conakry, dans le même lot qu'avec cette opposition que vous critiquez là. De toutes les façons, je ne suis pas né à la fois à Yomo et à Bela. Il faut que ça commence quelque part. Ouais. Ça pourrait commencer à Conakry, ça pourrait commencer à Mamou, mais l'essentiel, il faut que ça commence quelque part. Ouais. Si nous avons commencé dans deux en même temps, je pense que c'est déjà c'est prouvé à suffisance que nous ne sommes pas quand même un parti politique qui est en train juste de se focaliser sur son ethnie ou bien ça. Non, c'est pas ça. On a une liste nationale dans laquelle toutes les régions sont encore représentées. Mais à l'uninominal, nous sommes un parti qui a ses débuts. On ne pourrait pas quand même couvrir toute la Guinée. Donc on a essayé de faire avec les moyens que nous avons. Voilà. Alors, à part la forêt, vous êtes également dans quelle circonscription électorale, en ce qui concerne notamment vos candidats? Non, je vous ai dit, à l'uninominal, on n'a que les deux, Bela et Yomo. On n'a que ça. À part ça, on n'a qu'une liste nationale de 116 personnes. Mais sur cette liste de 116 personnes, toutes les régions quand même sont représentées. Alors, pour celui qui ne connaît pas un peu le parti PDC, parce qu'il faut dire que chaque parti, notamment, a ses emblèmes, vous, en termes de projet de société, quelle est la particularité et qui pourrait justifier notamment aux Guinéens de voter PDC lors de ces élections législatives? Quelle est notamment l'ossature de votre programme, de vos différents candidats? Non, je pense qu'avant de parler de différents candidats, ce qui est plus important au niveau du PDC, c'est d'abord la devise du PDC. Donc le PDC, le projet PDC est essentiellement focalisé sur sa devise. Nous, au niveau du PDC, on s'est dit, toute chose, il faudrait d'abord qu'il y ait la justice. Donc voici le premier élément quand Pourquoi même. La justice? Pourquoi vous insistez sur la justice? Non, on insiste sur la justice parce que c'est que tous les problèmes dans un État partent quand même de l'injustice. Quand vous avez un État et que vous avez l'injustice qui il n'y a rien qui soit possible dans cet état-là. Nous, on s'est dit, le premier élément sur lequel il faut se baser, il faut se battre, c'est d'abord la justice. Si vous avez la justice dans toute organisation, je pense que tout le reste devient facile. Voilà pourquoi nous avons choisi d'abord en tout lieu la justice. Et si nous nous battons pour que la justice soit là, je pense que la deuxième chose sur laquelle nous sommes en train de nous battre aussi, c'est l'unité. Et soyez d'accord avec moi que s'il y a la justice, les gens se régalent. Mais les Guinéens sont unis quand même, monsieur. Non, oui, les Guinéens sont unis, mais aujourd'hui, il y a la Guinée pour parler d'unité. Non, la guerre civile, ça c'est l'extrême. Mais aujourd'hui, est-ce que prouve qu'on est désunis en Guinée aujourd'hui? Regardez, ça fait combien de temps aujourd'hui, quand vous partez sur les réseaux sociaux, on dit oui, chaque fois qu'il y a violence aujourd'hui, c'est seulement une ethnie qui est visée. Ça se dit aujourd'hui dans le débat politique. C'est vrai. Pourquoi ça? Les gens ne sont pas en train de voir le problème réel. Aujourd'hui, tous les partis politiques en Guinée sont des partis ethniques. C'est ça le problème. Tous les partis sont ethniques en Guinée. Et quand c'est comme ça, je pense que, et s'il y a répression, au sein d'un parti politique, certainement c'est une communauté qui sera visée. Aujourd'hui, moi je voudrais que les gens d'abord essaient de corriger le point. Il faut voir nos leaders. On est allé aux élections de 2010. Deux partis sont allés au second tour. L'UFDG et le RPZ.
l'UFDG est de la Moyenne-Guinée. Le leader est de la Moyenne-Guinée, qu'on le dise ou pas. Oui. Le RPZ Arc-en-Ciel, qu'on le dise ou pas, le leader, il se réclame de la Haute-Guinée, même si ce n'est pas le cas, mais il se réclame quand même de la Haute-Guinée. Alors, ces deux leaders-là avaient quand même pour mission de rallier les deux autres régions à leur cause pour passer. Oui. Qui a réussi à le faire, même si cette personne-là a monté des stratégies qui ne sont pas quand même propres, qui ne sont pas quand même enviables. Mais le RPZ Arc-en-Ciel... L'ethnostratégie est oui, mais c'est dans la même politique de la Guinée. Dans la même politique. Donc ça s'est fait, et puis le RPZ Arc-en-Ciel s'est retrouvé aujourd'hui à la magistrature suprême. Après la justice, c'est l'unité. C'est l'unité. Oui. Maintenant, non, je venais. Donc aujourd'hui, l'UFDG est resté quand même monocolore. Aujourd'hui, quand vous prenez quand même tous les partis politiques de la forêt, aujourd'hui, les grands leaders sont aujourd'hui avec le RPZ Arc-en-Ciel. Quand vous prenez aussi la Basse-Guinée, les grands leaders sont aujourd'hui avec le RPZ Arc-en-Ciel. Ça veut dire que même si, en toute honnêteté, les gens-là ont envoyé quand même leur tête sans contrepartie, ils se retrouvent quand même là-bas. Aujourd'hui, l'UFDG est resté seul. Quels sont quand même les grands acteurs politiques aujourd'hui des autres régions qui sont avec l'UFDG? Il n'y en a pas. Ils ne sont pas trop nombreux. Hein. Ils ne sont pas trop nombreux. Et s'il y en a, c'est pas quand même, ils ne sont pas de grands poids. Donc oui, ça fait que c'est resté monochrome. Donc aujourd'hui, l'UFDG, c'est le principal parti d'opposition quand même au régime actuel. Donc si l'UFDG appelle aujourd'hui à manifester partout, pourquoi ça ne sort pas ailleurs? Ça ne sort que dans la zone dans laquelle l'UFDG quand même est fort. Donc, ça fait que quand il y a des répressions... Ça, c'est le motif de la paix. Oui. De l'unité nationale. Et après l'unité nationale? Maintenant, après l'unité nationale, nous parlons maintenant du développement en troisième lieu. Parce que quand vous avez quand même la justice, et qu'à partir de la justice, vous avez pu quand même rétablir l'unité nationale, je pense que tous les fils du pays vont travailler. Alors, si vous permettez, on va aller avec cet élément de reportage. Il faut le dire que les coordinations nationales de Guinée rejettent systématiquement le projet d'une nouvelle constitution pour un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. C'était lors d'un compte tenu la semaine dernière. On suit ça, on revient juste après. Des accolades, des poignées de main, des signes qui symbolisent la fraternité et l'amitié entre les coordinations régionales de la Basse-Guinée, de la Guinée forestière et de la Moyenne-Guinée. Ces coordinations entendent harmoniser leurs points de vue pour lutter contre le projet de nouvelle constitution en Guinée. Dans la foulée, plusieurs discours anti-troisième mandat ont retenti. Notre vivre ensemble est menacé. Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Alpha Condé et son groupe mafieux en 2010, la démocratie sous le régime de M. Alpha Condé est en danger. Les forces de défense et de sécurité sont tribalisées et comprennent aujourd'hui des éléments zélés qui tuent et terrorisent impunément les populations. L'injustice règne en maître de mots et les Guinéens vivent en permanence dans la peur, l'insécurité, la violence et la pauvreté. Des cadres et anciens ministres de la République originaires de la Basse-Guinée ont pris part à cette rencontre de Toumania, une façon pour eux de magnifier leur adhésion au mouvement anti-troisième mandat. La dissolution immédiate de l'actuelle commission électorale indépendante CENI et son remplacement par une commission électorale réellement indépendante et consensuelle. Cette nouvelle série va être assistée par une institution spécialisée des Nations Unies jusqu'à la proclamation des résultats définitifs. L'arrêt de tout le processus électoral en cours sur toute l'étendue nationale jusqu'à ce que les différents acteurs nationaux et internationaux se retrouvent et s'accordent sur les solutions à envisager pour l'organisation d'élections libres, inclusives, crédibles et transparentes d'ici la fin de l'an 2020.
La cérémonie a connu également la signature de plusieurs documents liés à des propositions de sortie de crise en Guinée. Ces documents vont être ventilés au niveau de la représentation diplomatique accréditée en Guinée et dans les institutions nationales et internationales. C'était la réaction des coordinations régionales qui rejettent ainsi le projet de la nouvelle constitution pour un éventuel troisième mandat du professeur Alpha Condé. Alors, M. Cissé, on a vu quand même cette sortie de ces coordinations. Avant même de parler des réclamations de ces coordinations, quelle est votre analyse notamment sur cette sortie de ces coordinations, notamment qui hausse le ton par rapport à la situation qui prévaut en Guinée? Mais moi, je voudrais d'abord qu'on rappelle aux différentes coordinations leur mission principale. Je pense que quand les coordinations voyaient le jour dans les années 90, c'était beaucoup plus pour gérer le côté social dans leur zone. C'est des autorités morales. Des autorités morales, voilà, et non des autorités politiques. Mais aujourd'hui, ici, nous voyons que ces coordinations deviennent beaucoup plus politiques. C'est ce qui a même entraîné aujourd'hui la bipolarisation au niveau de ces différentes coordinations, parce que c'est devenu beaucoup plus politique quand même moral. Là, c'est là selon vous? Oui, ben aujourd'hui, ces coordinations sont manipulées quand même par les hommes politiques. Chacun utilise les coordinations à sa guise. Aujourd'hui, c'est vraiment déplorable que les coordinations, au lieu de se focaliser sur les problèmes quand même de leurs citoyens, que ces coordinations se retrouvent aujourd'hui en train de parler politique. Vraiment, il faut qu'il y a des partis politiques qui sont mieux placés pour faire quand même le combat politique. Alors, revenons sur votre parti politique aujourd'hui, parce que déjà vous êtes engagé dans le processus électoral, notamment avec ces élections législatives. Quels sont les atouts que votre parti dispose aujourd'hui pour réussir sa mission et pour la mise en œuvre de son programme au cas où le parti notamment parvient notamment à avoir quelques sièges à l'Assemblée nationale? Quels sont vos atouts aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rend sûr que c'est possible et que c'est maintenant de participer à cette élection? Oui, je pense que la première chose, c'est qu'on a un très bon projet de société pour les Guinéens. Et en plus de ça, c'est un projet de société qui est monté par des jeunes Guinéens. La quarantaine, chose de la plupart. Donc, ce projet qui est monté par des jeunes Guinéens, il est monté ici en Guinée, à travers des voyages que nous effectuons à l'intérieur. Ces voyages vous pensez aussi. qu'il y a certains projets qui sont montés? Oui, la plupart des projets, la plupart des projets, c'est monté. Les gens imaginent des trucs et puis ils mettent ça sur papier, ils viennent vendre ça ici. Ce n'est pas le cas au niveau du PDC. Nous avons un projet qui est monté à chaque fois que nous nous déplaçons, et dans des voitures, bien sûr, à bord des voitures pour aller à l'intérieur. Nous voyons quand même la souffrance de la population et on essaie d'apporter des solutions à ces questions que nous trouvons sur place. Ce n'est pas le cas chez les autres, donc ça fait qu'on a un très bon projet défendable, conçu par des jeunes Guinéens et à travers les réalités aussi guinéennes. Ceci dit, on va mettre ça devant le peuple, et si au lendemain quand même du 1er mars, nous sommes quand même très bien représentés au niveau de l'Assemblée. On a des propositions de loi. Sur la question notamment de la mise en œuvre de ce projet. Il faut dire quand même que le parti PDC, sur ses atouts, ne casse pas notamment ses capacités, parce que selon le président du PDC, son parti a un projet de société fait par des Guinéens et fait en Guinée, qui tient compte des exigences et réalités du pays en ce qui concerne notamment du renouveau pour la Guinée. On va marquer une courte pause avant de revenir désormais pour la troisième partie de cette émission, essentiellement axée sur le programme du parti PDC, qui notamment participe aux élections législatives annoncées désormais pour le 1er mars 2020. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain.
Merci de nous rester fidèles également dans cette émission Starcom qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Mohamed Cissé, président du parti PDC. Avec lui, les questions notamment de passer au crible les atouts de son parti qui participe notamment aux élections législatives c'est prévu désormais pour le 1er mars 2020. Alors, Monsieur Cissé, c'est cette question qui revient notamment pour tous les partis qui participent à ces élections, notamment les partis qu'on estime, entre griffes, petits partis. Quels sont les moyens à votre disposition, notamment pour votre campagne? Les moyens à notre disposition, je pense que nous sommes une structure organisée et chacun contribue à sa façon et puis nous essayons de collecter le peu qu'on peut et puis battre campagne. On a contribué pour vous ou bien vous contribuez pour vous-même? Non, nous contribuons. On a des informations que la plupart des partis politiques qui participent à ces élections, qui ne sont pas de l'opposition plurielle, sont des partis notamment financés par Alpha Condé. Est-ce que c'est votre cas? Ce que je voudrais demander quand même à la presse guinéenne, c'est de s'inspirer des autres presses de l'Occident ou bien des États-Unis. Au lieu de dire que nous avons des informations, quand vous prenez le canal de Chéné par exemple, c'est-à-dire tout ce qui est caché, c'est-à-dire on met ça sur la place publique. Oui. Dès que c'est mis sur la place publique, on ne parle même pas. Donc il publie juste l'information avec les preuves. Quand c'est fait, je pense que la personne qui est quand même soupçonnée n'a rien à dire. Aujourd'hui, les gens passent seulement par des soupçons, tel est financé par tel ou tel. Ça, il faut que ça s'arrête en Guinée. Nous sommes une structure très bien organisée. Nous avons les moyens de nos politiques. Si il y a des gens qui financent quand même ici des partis politiques, chez nous, ce n'est pas le cas. Alors, il y a cette question qui revient. Est-ce que, je n'estime pas pour votre parti, au cas où il y a échec, quel va être notamment l'avenir du parti? Parce qu'en général, on connaît des partis politiques aujourd'hui en Guinée qui participent juste à des élections. Après ça, le parti disparaît de la chaîne politique. De votre cas, quel est l'avenir qui est derrière notamment le PDC? Non, je vais vous dire que le PDC, ce n'est pas qu'un parti politique. Le PDC, c'est une idéologie, en fait. Ce n'est pas un parti politique seulement. Au-delà de parti politique, c'est une idéologie. Et notre idéologie, c'est quand même donner juste le bien-être aux Guinéens. Et ça, nous allons nous battre. Ce n'est pas seulement pour ces élections législatives, c'est un projet et nous irons jusqu'à bout. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des élections législatives et vous savez aussi que cette année, en 2020, les élections présidentielles auront lieu et je peux vous garantir vous garantir que le PDC sera quand même candidat aussi aux élections présidentielles de 2020. Alors, si vous permettez, on va aller avec cet élément. Il faut dire que la situation en termes de crise en Guinée suscite beaucoup de réactions en ce qui concerne les organisations de défense des droits de l'homme et le GDS également a fait un bilan sombre de la crise politique guinéenne. On suit l'élément et on revient pour parler désormais des dispositions annoncées par le parti PDC une fois à l'Assemblée nationale. L'engagement du chef de l'État pour une nouvelle constitution par voie référendaire continue d'élargir le fossé d'incompréhension entre leaders politiques de l'opposition, acteurs de la société civile et gouvernement. Les positions tranchées des deux partis ont atteint une proportion inquiétante. Face à cette situation, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, en abrégé OGDH, est à nouveau montée au créneau ce mercredi. Les basses manœuvres qui consistent à tirer la ficelle ethnique pour mettre à mal les communautés qui ont toujours cohabité dans la paix, la violation par les forces de l'ordre de certains symboles traditionnels qui font la fierté des communautés, comme ce fut le cas à Pita et à Labé, où les domiciles du calife du Fouta et du grand imam de la mosquée centrale de Labé ont été attaqués à coups de grenades lacrymogènes. L'incendie par des personnes mal intentionnées de véhicules à la casse de Dixine, réputés fief du RPG, la destruction d'édifices publics, notamment des postes de gendarmerie et de police, des locaux abritant des tribunaux et des services de l'administration territoriale, l'utilisation par les forces de l'ordre au quartier Wanidara d'une femme comme bouclier humain pour se protéger contre des jets de pierre,
l'assassinat d'un ambulancier qui traînait avec un corps interdit d'accès à la morgue de l'hôpital régional de l'Abbé, les atteintes au droit à la vie qui ont fait au moins 36 victimes, les dizaines de blessés par balle, la réquisition sur ordre du gouverneur de l'Abbé de l'armée pour le maintien d'ordre, les menaces, intimidations et mauvais traitements infligés à des journalistes et à autres hommes de médias qui ne faisaient que leur travail. L'OGDH constate que la paix et l'unité nationale n'ont jamais été aussi menacées en Guinée. Des députés de la République, des hauts cadres de l'administration et des leaders d'opinion multiplient les discours à caractère communautariste et des incitations à la haine et à la violence. Des jeunes désœuvrés, en manque de perspective, sont utilisés pour des fins politiques. S'y inquiète l'organisation qui tente de situer les responsabilités. L'OGDH rappelle de nouveau au président de la République que tous les actes de violation des lois républicaines et des droits de l'homme commis sous son mandat l'interpellent et lui seront imputables s'il n'engage pas de mesures concrètes pour y mettre fin. L'obligation de protéger incombe à l'État. À ce titre, en tant que garant de la Constitution, le président de la République doit veiller au respect des règles républicaines et lutter contre l'impunité sous toutes ses formes. Au corps de la magistrature, de comprendre que l'impartialité et le respect des textes qui les régissent doivent guider leur action quotidienne. Il ne sert à rien de faire preuve de sélectivité dans le traitement des cas avérés sur le terrain. L'obligation du déclenchement de l'action publique ne doit pas être à géométrie variable. Aux forces de défense et de sécurité de comprendre que la responsabilité pénale est individuelle et que nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal. Toutes les exactions commises en Guinée avant, après et pendant les élections constituent une violation systématique des droits de l'homme. Rappelle l'OGDH de plus en plus préoccupé par l'ampleur de la crise politique. Tous ces faits s'analysent en violation d'un certain nombre de principes, notamment l'article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 4 de la Constitution qui dispose que la loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale, ethnique, religieuse, par un acte de propagande régionaliste ou par tout autre acte porte atteinte à l'unité nationale, à la sécurité de l'État, à l'intégrité du territoire de la République ou au fonctionnement démocratique des institutions. L'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 13 de la Constitution qui garantissent le droit à la propriété, l'article 22, dernier alinéa de la Constitution concernant la protection des biens publics, les conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des personnes civiles, des hôpitaux et annexes et de leur personnel. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, OGDH, a saisi l'opportunité pour rappeler les massacres du 28 septembre. Selon elle, ces massacres ont fait plus de 450 victimes partagées entre la mort et la violation des femmes. De retour sur ce plateau avec notre invité, M. Mohamed Sissi. Alors, M. Sissi, on va parler désormais notamment, on parlait du parti en ce qui concerne notamment les atouts et vous étiez en train d'expliquer un peu la singularité du contenu de votre programme. Oui. Notre programme, je vous disais, à part du fait que c'est conçu par des jeunes Guinéens tirés des réalités du quotidien quand même du Guinéen, nous avons quand même 3 points essentiels qui vont faire beaucoup plus la différence avec les autres partis politiques. À partir de notre devise, nous partons, notre premier élément que nous allons quand même défendre, c'est d'abord la justice. Aujourd'hui, la justice guinéenne est aux ordres de l'exécutif, ce qui est tout à fait illégal. Et nous voulons
voulons quand même une justice carrément indépendante, totalement indépendante, pas seulement avec des mots, mais quand même dans la pratique aussi. Et les magistrats, il y a des statuts particuliers aujourd'hui, mais ça ne quand même les met pas quand même hors de la corruption. Aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises par nos justices, quand ça a un niveau supérieur, je pense que le brouillon passe d'abord à Sécouria avant que ça ne soit rendu public. C'est tout à fait illégal. Donc le PDC veut une justice indépendante qui va réellement faire son boulot sans quand même demander l'avis de l'exécutif. Ouais. Deuxième élément, c'est aussi l'éducation. Vous avez constaté ces dernières années, l'éducation quand même est à l'abandon total. Et ce que nous avons constaté au niveau du PDC, c'est qu'aujourd'hui, 80% quand même des enseignants qui se retrouvent en situation de classe sont enseignants par accident. C'est des jeunes qui ont eu une autre formation, mais vu qu'ils n'ont pas d'emploi, vu qu'ils n'ont pas d'emploi, aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent dans des écoles privées. Et il faudrait qu'il y ait une réglementation quand même de l'octroi de licences à ces écoles privées. Et au niveau du PDC, nous disons d'abord que oui, il y a des écoles quand même qui sont en Guinée, qui forment quand même les formateurs. Si quelqu'un doit se retrouver en situation de classe au niveau du PDC, on se dit que la personne doit venir de ces écoles de formation, des formateurs qui forment les formateurs. Si vous n'êtes pas sorti de ces écoles, vous ne devez pas vous retrouver en situation de classe. Et vous comprendrez quand on va essayer de mettre ça en pratique que ceux-là qui sont aujourd'hui en situation de classe, on fait comme avec eux. Donc nous, on s'est dit il y aura un projet pour les étudiants sortants aussi. Et vous savez, aujourd'hui, on a de l'argent qu'on promet aux jeunes, mais cet argent-là est carrément politique. Oui, c'est purement politisé. Hein. Si vous n'êtes pas quand même un jeune issu des rangs du RPZ Arc-en-Ciel, vous n'avez pas accès. C'est tout à fait anormal. Au niveau du PDC, nous, on s'est dit tous les étudiants qui doivent sortir, le nombre doit être connu et par faculté. Et par rapport aux facultés, je viendrai tout à l'heure par rapport à ça aussi, parce qu'il y a des facultés qui n'ont pas leur raison d'être aujourd'hui en Guinée. Donc tous les jeunes qui doivent sortir de l'université, nous au niveau du PDC, on va mettre quand même des structures en place qui vont encadrer quand même ces jeunes-là. Les jeunes doivent sortir de l'université. Non, ils doivent même sortir des universités avec des projets bancables. Ça, c'est tout à fait possible. On met des structures en place. Tous les jeunes qui doivent sortir de l'université vont avoir quand même des équipes qui vont les coacher pour monter des projets. Et s'ils sont très bien coachés, nous savons ceux-là qui ont donné quand même, ceux qui ont assisté par rapport au montage du projet, ça veut dire que le projet, il est fiable, il est bancable. Donc on met un fonds de souveraineté quand même dans les banques, ça va être dans toutes les banques, pas quand même une banque qui est quand même du pouvoir. Aujourd'hui, cet argent-là aussi, on les envoie dans des banques aujourd'hui qui sont partenaires du RPZ Arc-en-Ciel. C'est tout à fait anormal. Il y a de ces banques-là qui se retrouvent même pas à l'intérieur. Donc on veut qu'il y ait quand même des choses... Ça, c'est la deuxième priorité. Ça, c'est la deuxième priorité que nous avons maintenant. Troisièmement, ça, c'est au niveau de l'agriculture. Vous savez, aujourd'hui, la Guinée... Oui, la Guinée, tout le monde, tous les gouvernements qui viennent en Guinée, tout le monde se focalise sur les mines. Donc, aujourd'hui, vous savez, est-ce qu'on a le diamant partout en Guinée? On n'a pas le diamant partout en Guinée. Est-ce qu'on a l'or partout en Guinée? On n'a pas l'or partout en Guinée. Et pourtant, on n'a pas la bauxite partout en Guinée. Mais partout en Guinée, la terre est fertile. Donc nous, on se dit, c'est que l'énergie qu'on met quand même dans les mines, si on met quand même 50% de cette énergie dans l'agriculture, on va seulement nourrir le Guinéen, mais aussi on va exporter quand même ce produit. Donc, alors, ça, c'est les trois éléments quand même essentiels que nous défendons au niveau du PDC. Il y en a d'autres. Et bien entendu, on se dit, aucun développement aussi n'est possible s'il n'y a pas de route. L'infrastructure routière, donc... Oui, ça c'est une priorité. Nous, on se dit, si nous sommes quand même à Sécouria, je pense que les 5 premières années, notre premier mandat... On espère tout simplement que vous n'allez pas voyager par avion, vous aussi. Non, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire en tant qu'opposant. Je suis en train de faire toutes les jeunes de la Guinée en voiture. Nous le faisons pour voir quand même le jour où on sera à Sécouria, quelles sont les routes. Pour être en face avec la réalité du pays profond. Alors, avec cette question également, en cas de réussite, les propositions majeures que vous comptez notamment apporter pour la réforme de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, après l'élection du 1er mars, si nous sommes à l'Assemblée, la première loi qu'on va mettre sur la table, ça va être d'abord
le statut particulier des anciens chefs d'État. Aujourd'hui, il y a plus de 10 Guinéens qui ont été tués juste par rapport au départ d'un chef d'État. Les gens n'appréhendent pas la question. Pourquoi Ce qui fait que certains même ont peur de quitter le pouvoir. On peur de quitter le pouvoir en réalité. Aujourd'hui, moi je dis aux gens, quand vous avez quelqu'un chose à bord de sa voiture qui est en train de passer et qui heurte un passant, et puis de peur, il court pour s'enfermer dans une maison et que vous envoyez quand même des militaires un peu partout pour le faire sortir. Il va préférer mourir dedans que de sortir et se faire abattre par l'armée. Donc c'est ce qui se passe. Les gens, pendant l'exercice du pouvoir, commettent quand même des dérives. Ça peut être économique. Oui, ça arrive à tout le monde. Mais il faut les garantir. Ça peut être économique, ça peut être chose quand même sanguinaire aussi. Donc toutes ces dérives-là, nous disons, le PDC en tant que parti qui prône quand même la justice, on s'est dit on va avoir un statut particulier pour ces chefs d'État là. D'abord, la première des choses, nous leur proposons 10 ans de salaire brut, 10 ans de salaire brut et puis un château acheté ou construit dans une zone de leur choix. Si quelqu'un décide d'aller aux États-Unis après, nous on n'a pas de problème. Mais si c'est la France, si c'est la France, non, on ne le dit pas pour le président de la République, on ne le dit pas pour Alpha Condé. Nous disons juste pour sauver des vies guinéennes. C'est ce qui nous intéresse. Parce qu'il ne faut pas qu'à ça, moi je le dis, à la fin de chaque mandat qu'on a résisté. Moi je le dis à tout le monde, au niveau du PDC, nous sommes prêts à renoncer à la bauxite de Boké, nous sommes prêts à renoncer quand même au Mont Simandou de Beila, nous sommes prêts à renoncer au Mont Niba de Zérékré, juste pour sauver une seule vie. Donc s'il faut donner quand même 10 ans de salaire à un ancien chef d'État pour qu'il parte sans qu'il n'ait aucune perte en vie humaine, on est d'accord. S'il a eu à commettre quand même des choses, des crimes de sang, il n'y a pas de problème. Il va passer devant la haute cour de justice, que nous aussi on va se battre pour que cette cour de justice soit mise en place. Donc l'ancien chef d'État, il va passer devant cette cour de justice, il va s'expliquer, il va se défendre au cours d'un procès équitable. S'il est reconnu coupable, la sentence sera prononcée. C'est la première annonce notamment. Oui, la sentence sera prononcée. La sentence sera prononcée par la haute cour de justice et le chef d'État qui sera là en exercice, nous allons lui demander quand même de l'amnistier, de prendre un décret pour amnistier. Comme ça, il va partir tranquillement. Donc si nous procédons comme ça, et puis cette loi, ça va couvrir seulement que 3 chefs d'État. Chez nous, c'est ça en réalité. Les 3 premiers chefs d'État qui vont partir, il y aura l'amnistie. Maintenant, les autres qui vont suivre, l'amnistie va disparaître. Pour le moment, il faudrait que, il faudrait que ça soit d'abord une culture. La démocratie, c'est État par État. On ne peut pas aller à la vite faire et puis comme statut pour les anciens chefs d'État. Chefs d'État, oui, ça c'est la première réforme que nous sommes en train de proposer. Et ensuite, nous avons aussi nos hommes de culture. Nos hommes de culture. Vous savez, il y a un secteur abandonné. Qui est complètement abandonné. Et si vous prenez d'abord aussi, il y a les sportifs. Il y a des gens qui viennent en équipe nationale qui peuvent se battre 10 ans au sein de l'équipe nationale. Et après, il faut faire des... ils sont abandonnés. Il faut faire des SOS. S'ils sont malades, des soins et autres. Ça, c'est inadmissible. Plus en compte de nos anciennes icônes sportives. Non, mais non, mieux que ça, nous, au niveau du PDC, c'est que nous proposons, quand quelqu'un est appelé en sélection nationale, que cette personne-là soit automatiquement engagée à la fonction publique avec hiérarchie A et le traitement d'un directeur national. Si c'est comme ça, je pense que ces gens, même ça donne de l'envie. Oui, même après les gens vont seulement se battre pour venir en équipe nationale. Donc on va sélectionner les meilleurs. On aura une équipe compétitive. Ce qui veut dire le PDC également a une vision sportive. Oui, bien sûr. Le PDC, c'est seulement que des jeunes. C'est seulement que des jeunes. Le PDC, ensuite, nous avons nos artistes. Aujourd'hui, les promoteurs bouffent beaucoup plus nos artistes. Aujourd'hui, quand un artiste aussi est malade, c'est pareil. Il faut aussi un SOS pour le traiter. C'est anormal. Ce sont des gens quand même qui se battent pour nous donner le sourire. Ils nous donnent le sourire, mais quand ils sont dans le besoin, on n'est jamais là. C'est inadmissible. Nous voulons une république qui soit quand même à côté de ses citoyens, quelle que soit leur situation. C'est pourquoi on va demander que pendant qu'eux, ils sont d'abord en activité, ces artistes-là, il faut qu'il y ait un fonds de souveraineté nationale. Ce fonds de souveraineté nationale doit être disponible à partir du 5 janvier de chaque année. Les artistes qui décident de produire, quand leur élément sera là, on va mettre le fonds à leur disposition, ils vont produire, après ils vont rembourser. Vous risquez de faire envoyer les artistes dans le PDC
pas un élément de campagne. Je vous dis, c'est pas un élément de campagne, c'est un projet et nous tenons à ce projet. Et on va le faire si on a la voix au chapitre. Je peux vous garantir. Et en plus de ça, tous ces artistes, nous demandons quand même que ces artistes-là qu'il y ait quand même qu'il y ait la sécurité sociale. Donc, leur prise en charge sanitaire, il faudra que ça soit total. Chaque artiste, quand même, qui se bat pour la nation. Il faut dire également, il y a une autre réalité que vous teniez, notamment dans cette émission, lors de votre premier passage, c'est un peu la régulation du loyer. Oui, j'en viens. Je parlais d'abord par rapport à ces artistes. Donc, quand ils sont malades, il faudrait qu'ils se soignent. Carrément. Maintenant, si nous faisons tous ces engagements, toutes ces charges-là, si nous essayons quand même de faire supporter l'État, je pense que de l'autre côté aussi, ça va quand même diminuer les détournements de deniers publics. Évidemment. Parce que quand l'État n'a pas beaucoup à faire, je pense qu'on se permet de prendre l'argent passé par là pour l'utiliser à d'autres fins. Il y a beaucoup de choses à faire pour l'État, mais c'est qu'on n'exige pas à l'État de les faire. Ça fait que les gens utilisent notre argent à d'autres fins. Maintenant, et pour ce qui est du loyer aujourd'hui, nous, au niveau du PDC, qu'est-ce que nous demandons? C'est que on ne veut pas que... de l'Assemblée. Il faut qu'on régularise d'abord ce secteur. Si vous voulez quand même si vous êtes propriétaire de choses de mobilier, nous demandons quand même que les gens s'organisent en entreprise. Voilà, les particuliers doivent mettre quand même leur maison à disposition des agences immobilières qui, à leur tour, vont quand même donner choses à d'autres personnes qui sont nécessiteuses. Quand c'est comme ça, je pense que l'État va facilement contrôler les agences immobilières. Et là, toutes les règles seront établies. Aujourd'hui, quand vous voulez quand même une maison, on peut vous demander 2 ans, 2 ans d'avance. Et chose en plein mois d'août, on peut vous mettre dehors. Alors que la loi dit qu'on ne peut pas mettre quand même quelqu'un dehors. Mais le malheur aussi en Guinée, c'est qu'on n'a jamais respecté la loi. Et ça ne dit rien aux gens. Donc il faudrait qu'on accepte quand même de respecter nos lois. Donc, nous voulons quand même que les gens partent auprès des instances immobilières. Donc, il n'y aura pas de particulier quand le PDC sera quand même au commande, il n'y aura pas de particulier. Même si vous avez une maison, il faut que vous... Oui, vous contactez. Vous contactez une réglementation. Il n'y aura pas de particulier. Quand c'est comme ça, c'est pas facile de contrôler dans ce cas. Donc, on va obliger les gens quand même à faire face aux agences immobilières. Ces agences immobilières-là aussi vont payer quand même des taxes et choses à l'État. Donc, il y a de l'argent quand même que nous perdons quand c'est fait. Et non seulement que le citoyen sera quand même à l'aise parce que ce citoyen aura affaire à une agence immobilière et ne va pas se retrouver dehors pour faute de paiement ou quoi, et il ne sera pas aussi anarqué. Aussi, l'État aussi va quand même récupérer cet argent-là qui est perdu quand c'est fait par des particuliers. Voilà les quelques projets que nous avons pour le peuple de Guinée. Et vous l'avez compris, vous, chers téléspectateurs de l'émission Starcom, c'était un peu quelques revues des différents, notamment annonces, particularités du contenu du projet de société du parti démocrate conservateur, un parti qui décline également ses ambitions pour la Nouvelle-Guinée. Alors, il y a cette dernière question sur laquelle on voudrait bel et bien avoir votre avis. C'est pour celui qui veut voter PDC lors notamment du scrutin du 1er mars, quel va être le procédé, M. Sissi? Pour ceux qui sont à Conakry et dans les autres zones où nous ne sommes pas quand même à l'uninominal, je pense qu'il y aura quand même ces spécimens-là où il y a les 30 partis représentés. Je pense que le PDC est au numéro 17, il y a ma photo qui est là, et c'est écrit Mohamed Sissé. La case qui est juste là, vous prenez quand même le pic, vous cochez ici. Quand vous cochez ici, vous votez pour le PDC et pour les 76 personnes qui sont sur la liste nationale. 76 personnes qui veulent quand même représenter valablement le peuple à l'Assemblée nationale, qui ont quand même des bons projets de loi et qui vont défendre pour le peuple de Guinée. Donc voilà le numéro 17 sur la liste nationale. Alors vous avez compris, vous téléspectateurs, celui qui veut voter utile lors de ces élections législatives qui s'annoncent notamment pour le 1er mars 2020, voter PDC. Et pour retrouver le parti, il faut le dire, il faut juste regarder la liste des candidats annoncés pour ces élections législatives 2020 et le 17e candidat se trouve notamment être le parti PDC
notamment avec à sa tête M. Mohamed Cissé, et il faut le dire que c'est un candidat qui s'annonce pour la Guinée, car sa devise est notamment pour la Nouvelle-Guinée, avec notamment des jeunes à la tête du pays et pourquoi pas de nos institutions, pour que notre nouvelle législature soit l'expression de la pluralité en Guinée. Et nous arrivons à la fin de cette émission. Monsieur Cissé, il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir passé d'être avec nous dans cette émission Starcom, et je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Oui, merci. C'est toujours un plaisir de revenir dans l'émission Starcom, parce que Starcom quand même regarde l'actualité sans parti pris. Hein. Le débat, il est sérieux. L'équipe aussi, elle est sérieuse. Je pense que si tous les médias pouvaient faire comme Starcom, la Guinée allait se tirer l'affaire. On espère tout simplement que vous, également, téléspectateurs, vous avez la même impression, pourquoi pas le même avis sur le contenu de cette émission Starcom, pourquoi pas des services de la télé du 21e siècle, Star 21 TV. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention à cette émission. Surtout, restez connectés, car la grille de Star 21 TV est riche, car il y a d'autres éléments qui vous attendent, et pourquoi pas programme très riche et varié. Merci, à bientôt pour un autre numéro de Starcom.